Je m'appelle Chris, l'animateur d'aujourd'hui. Nous avons une séance intéressante, surtout pour ceux et celles d'entre vous qui veulent en savoir davantage sur la recherche, la mobilisation des patients ou le mentorat de la part des patients. Alors, nous parlerons aujourd'hui de mentorat pour et par les personnes vivant avec la douleur. Therese Lane, Alex Haggard, Delaine Rikovic. Et Delaine, je vous passe la parole pour commencer la séance. Merci beaucoup, Chris. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très reconnaissante d'avoir la chance de vous parler. Avant de me présenter et de présenter les autres panélistes, j'aimerais vous donner un aperçu de ce que vous allez avoir dans cette séance. Le but de la séance est d'aider les gens qui vivent avec la douleur, qui veulent s'impliquer dans la défense des droits, dans les activités des patients. Il y a de nombreuses choses qu'on peut faire grâce à notre expertise. Et on peut contribuer notre expertise, notre expérience également. On veut vous expliquer comment on a fait ça, vous donner des conseils généraux sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous, comment trouver des façons de s'impliquer, comment se préparer justement pour ces occasions. Alors, on a décidé que cette séance serait une sorte de discussion entre moi, Alex et Therese. Alors, je vais présenter mes collègues. Je commence par moi. Comme je l'ai dit, je m'appelle Delaine. J'utilise le pronom elle. Je suis à Guelph, en Ontario. C'est le territoire traditionnel volé aux Anishinaabe, Haudenosaunee et le territoire régi par le traité conclu avec les Mississaugas de la rivière Crédit. Je souffre de douleurs chroniques. J'ai des membres de ma famille qui souffrent de la douleur chronique. Je suis une épouse, amie. Je suis une femme blanche avec les yeux verts, les cheveux blonds, et je porte un chandail blanc avec des taches noires. On va commencer par présenter ma collègue Alex. Bonjour, je m'appelle Alex Haggard. J'utilise le pronom elle et eux. Je suis en Ontario, c'est le territoire non cédé des Haudenosaunee, Wendat et Anishinaabe. Je déclare également que les déclarations territoriales sont le commencement et non la fin de la vérité, en fait, de la quête de la vérité et de la réconciliation, et on doit les utiliser, mais en incorporant des pratiques matérielles de la réconciliation dans notre quotidien. Je suis chercheuse en conception. Je suis également militante en douleur chronique. Je vis avec la douleur chronique depuis l'âge de 4 ans, mais on m'a diagnostiqué cette douleur chronique à l'âge de 30 ans. Je suis intéressé par le militantisme qui suit les gens qui ont du mal à avoir accès à leur diagnostic et qui en sont à cette époque de leur itinéraire. Je veux augmenter la capacité du système pour avoir un accès à des diagnostics pour les personnes qui ont des maladies perçues, rares, mal comprises, mal connues, difficiles à diagnostiquer, et l'intersectionnalité des identités, en fait, les personnes qui ont des identités intersectionnelles, ce qui réduit leurs chances d'obtenir un diagnostic. C'est ce sur quoi je me concentre dans le militantisme, et je travaille dans le domaine de la santé numérique. Je passe la parole à Therese. Bonjour, je m'appelle Therese. Je suis à Toronto. Le lieu de vie des Haudenosaunee, les Wendat, les Anishinaabe, ainsi que les Mississaugas de la rivière Crédit. Je souffre de douleurs depuis l'enfance. Je suis également une ancienne toxicomane. C'est là que j'ai trouvé ma passion. C'est-à-dire en voulant faire une différence. J'ai vu les inégalités dans ce monde. Ça m'a inspiré. Ça m'a poussé à faire quelque chose pour changer la réalité. Et depuis 2016, je travaille dans ce domaine et j'adore ce que je fais.
Merci, Tracy et Alex. Je suis très reconnaissant de pouvoir partager cet espace avec vous. Et j'ai très hâte de parler de nos expériences et de donner des conseils à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va parler de ce que ça signifie que de s'impliquer. Et ensuite, on va parler de développer nos compétences pour être impliqués. Je vais vous parler de mon expérience sur mon entrée euh, dans ce travail. Alors, je faisais mon baccalauréat, je vivais avec la douleur depuis assez longtemps, depuis le début de mon adolescence, et j'avais l'impression que je devais faire quelque chose pour redonner à la communauté de la douleur, et d'utiliser mes expériences difficiles, extrêmement difficiles pour moi, quand j'étais euh, jeune et que je souffrais de douleurs chroniques. Et je voulais sensibiliser la population sur cette cause. Je ne savais pas quoi faire. Je savais que je voulais faire quelque chose. Et je sentais que je voulais faire quelque chose, j'en ai parlé à d'autres, quelque chose de... En fait, c'est assez courant. On sait qu'on veut faire quelque chose, mais on ne sait pas par où commencer. Après la séance d'aujourd'hui, j'espère que vous en saurez davantage sur les points de départ possibles. J'ai commencé à communiquer avec toute personne dont le nom ressortait sur Internet lorsque je cherchais douleur au Canada. Et j'ai rencontré des personnes exceptionnelles qui m'ont fait connaître le réseau de la douleur chronique. C'est là que j'ai connu mes débuts. C'est là que j'ai connu Therese, qui a été un modèle exceptionnel pour moi. Et maintenant, je travaille avec Alex également, qui est du réseau de la douleur chronique. Alors, je suis très reconnaissante de les avoir rencontrés par le réseau de la douleur chronique, ce qui m'a amené dans cet espace. Et je crois que ça m'a permis de grandir personnellement. Au début, j'étais très silencieux, je ne savais pas quoi faire. Et maintenant, ça a vraiment changé. Je suis beaucoup moins silencieuse. Alors, mon premier conseil pour ceux qui veulent s'impliquer, c'est que s'impliquer, se lancer, ça peut vous permettre de croître, de grandir euh, personnellement et ensuite ça ouvre de nouvelles portes. Alors, euh, à vous, Therese. Oui, c'est vrai, vous étiez très silencieuse au début, réservée, mais c'était merveilleux que de vous voir grandir, vous épanouir et vous dévoiler, vous former. Vous êtes beaucoup impliqué, vous avez travaillé très fort, vous êtes très inspirante. Vous représentez la génération des jeunes et c'est très inspirant. Vous êtes au début de votre carrière et on est toutes très chanceuses de vous avoir avec nous, travailler dans le domaine et je sais que vous allez faire une différence. Moi, je me suis impliqué au gym avec des patients. Jennifer Stenson, c'est ma partenaire d'entraînement à qui j'ai mentionné un jour que je voulais m'impliquer. Alors, elle m'a inscrite dans tous les comités. J'étais en train, donc, soudainement, de remplir des formulaires, de voyager, de rencontrer des gens. C'est comme ça que j'ai connu le réseau de la douleur chronique. Toutes les semaines, je me présentais, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je me suis dit que si je me présentais assez souvent, eh bien, ça allait donner quelque chose. Ce qui est arrivé. Ma première expérience, c'était avec un projet de sciences élémentaires. C'était pas idéal parce que je savais pas ce que je faisais. Ils savaient pas comment m'accommoder, mais on a réussi à persévérer. J'allais au laboratoire régulièrement et je parlais aux étudiants, aux stagiaires. Et pour moi, c'était une grande, en fait, une expérience d'apprentissage.
Je n'ai jamais perdu mon temps là-bas. J'ai appris de tout le monde, j'ai appris de tout. Ça, ça s'est arrêté pendant la pandémie, mais c'est pendant la pandémie et grâce au soutien de la part d'autres partenaires patients qui étaient sur le réseau de la douleur que j'ai commencé à faire une introspection et pour découvrir ce que je voulais dans cette communication avec les patients. Alors, j'ai fait une introspection. J'ai été brutalement honnête avec moi-même et je me suis senti à l'aise euh, de reconnaître que j'avais des problèmes de toxicomanie, des problèmes de santé mentale et que je voulais faire une différence. Alors, je ne dis jamais non. J'adore apprendre et c'est merveilleux parce que c'est là que j'ai noué le plus de liens. Je comprends ce que vous dites lorsque vous parlez d'introspection. Je fais souvent une blague. À la fin de mes années, ma vingtaine, j'ai passé 3 ans chez moi, sauf pour mes rendez-vous chez le médecin. Et ces 3 années ont été la pire retraite spirituelle de ma vie parce que je ne les souhaite à personne. En même temps, ça m'a permis d'éclaircir ce que je vais faire avec ma vie, mon travail, ma carrière. Et à ce moment, j'avais déjà des antécédents de chercheuse sur la conception ou conceptrice de recherche et je voulais travailler sur l'amélioration des soins de santé. Je ne savais pas trop comment dire pourquoi, parce que je n'avais pas encore mon diagnostic. J'avais euh, beaucoup de doutes sur la validité en fait, sur l'existence de ma maladie. Je ne souffrais pas de maladie chronique. J'étais en déni. Alors, quand j'ai compris qu'il fallait en effet que je m'occupe de moi-même, il est apparu clairement que oui, je souffrais de douleurs chroniques depuis longtemps. Alors, moi, j'avais une idée claire de ce que je croyais pouvoir contribuer, c'est-à-dire que j'avais déjà une expertise parce que je savais comment fonctionnait le système de santé et comment concevoir des protocoles de santé. Alors, je naviguais dans les systèmes de santé et d'aide sociale. Et je vivais la chose du point de vue d'une patiente, une personne qui à la recherche de services sociaux. Mais en tant que chercheuse et conceptrice de recherche, j'analysais également les problèmes auxquels je faisais face et je trouvais des solutions pour les réparer éventuellement. Alors, je voulais m'impliquer dans la défense des droits des patients, c'est-à-dire d'apporter une perspective de la conception, de la recherche qualitative pour améliorer l'équité dans le système de santé parce que, et nos services sociaux également, le système de logement, il y a de nombreux systèmes de nos systèmes qui sont mal conçus. On dit qu'il y a des gens qui tombent en fait, dans les fissures du système, mais en fait, ce sont des trous béants où on empile les gens. Alors, j'ai passé ces 3 années en isolement dans une zone à peu près rurale de l'Ontario. J'avais très mauvais accès très peu d'accès à une vie sociale, sauf par Twitter et les moyens en ligne. J'ai tenté de m'impliquer davantage avec, en fait, dans la défense des droits des personnes handicapées et l'activisme. Mais je crois en des principes, des mouvements de justice et j'ai trouvé qu'il y avait très peu d'espace pour les préoccupations et les besoins des personnes vivant avec la douleur chronique, surtout les personnes sans diagnostic, parce que tout est axé sur. En fait, lorsqu'on a un diagnostic, eh bien, on est stigmatisé. Lorsqu'on n'a pas de diagnostic, ben, on n'a pas de problème, soi-disant, et on prie les gens de reconnaître qu'on a un problème, en effet. Alors, c- c'est comme ça que j'ai découvert ma voix. Et par pur hasard, j'ai eu de terribles expériences l'hôpital.
Donc, j'ai répondu assez candidement à leur formulaire de suivi, d'évaluation de leurs soins. À l'époque, il y avait le comité consultatif patient-famille qui a évolué au cours des dernières années. Mais à l'époque, j'ai intégré ce comité pendant plusieurs mois avant de déménager où je suis maintenant à Kingston. Mais c'est dans ce travail que j'ai rencontré Dawn Richards, euh, une des fondatrices de cette conférence, et une personne une personne de ressources exceptionnelle. C'est un peu le point central de tout. Elle m'a euh, invité à plusieurs communautés, occasions. Donc, c'est enfin grâce à elle que maintenant que je fais le travail que je voulais faire depuis longtemps. Je crois que la communauté, la possibilité de réseauter, de rencontrer des gens peut donner lieu à des possibilités très intéressantes. Et on va y revenir. Je me rends compte que, en étant si emballé, j'ai oublié de dire Euh, comment poser vos questions? Alors, puisqu'on veut que ça soit plus une discussion, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section questions-réponses en bas de Zoom, Q et A ou Q et R. On va y répondre en temps et lieu. Donc, prenez un moment pour poser vos questions. Peut-être que ce serait utile si on parlait un peu du type d'organisation avec lesquelles on travaille et si c'est pertinent, comment on en est arrivé à collaborer avec ces organisations. Ça pourrait être utile d'en parler, puisque je crois que les gens veulent savoir comment s'impliquer et où commencer. Eh bien, je peux commencer. Je suis impliqué dans quelques organisations et il y a sûrement un chevauchement dans nos expériences respectives, mais je suis sur le comité directeur de Douleur Canada et j'organise un webinaire. J'ai organisé un webinaire cet été sur la douleur chronique et la santé mentale. J'espère pouvoir continuer mon œuvre avec Douleur Canada. Je crois que le travail qu'ils font est très important. Et c'est grâce à cette relation avec Douleur Canada et Pain BC et cette conférence que les choses se sont matérialisées. Je faisais également partie d'une autre conférence fondée par Don Richards cette année, la première conférence PXP sur la mobilisation des patients. C'est un comité directeur composé de chercheurs patients qui travaillent sur l'amélioration de l'application des patients. En fait, ce sont des anciens chercheurs qui veulent améliorer l'expérience pour les patients et améliorer la recherche. Maintenant, je fais du travail avec le comité scientifique de mobilisation et d'utilisation des connaissances, affilié avec le réseau de la douleur qui collabore avec Douleur Canada. Je travaille également avec le docteur Claire Arden euh, à UBC. Je fais du travail intéressant dans le domaine de la santé numérique et l'amélioration de celle-ci. Et encore une fois, tout est lié à Dawn. Je suis impliqué dans plusieurs organismes, moi aussi. Je suis membre du comité directeur, qui est membre de l'Alliance canadienne des patients, et je suis sur le comité des patients du réseau de la douleur chronique depuis 2 ans. Je suis sur le comité EDI du réseau de la douleur chronique et sur le comité EDI de la Société canadienne de la douleur. Je suis sur le conseil consultatif des patients du volet canadien de Cookie Joints. Je suis sur l'équipe de cadre du Path for Projects. Je suis également sur 2 des groupes de travail du comité sur les normes en santé, qui se penchent sur la toxicomanie et la santé mentale, qui en est à un début lent, mais je suis confiante que
ça va prendre de l'ampleur. Comme je l'ai dit plus tôt, je n'aime pas dire non, mais j'aime beaucoup ce travail. Je sais comment ménager mon temps. Et j'ai également un emploi à temps plein. Alors, c'est très bien pour moi. J'adore ça. Et tout ça s'est présenté à moi grâce à des conversations que j'ai eues. J'apprends des choses. En fait, ce que j'aime, c'est d'être active, de connaître mes limites, mes capacités. Si je me sens pas bien certains jours, eh bien, je dis, je regrette, je ne peux pas venir aujourd'hui. Je peux maintenant le faire sans me sentir coupable. Et j'ai beaucoup appris sur moi-même. Et je pense pas que j'aurais fait tout ça sans m'impliquer avec les gens, les patients, leurs problèmes. Et ça me permet de sortir. Je me concentre plus sur mes problèmes et sur ma douleur. Je préfère apporter un changement. Mais je dois m'occuper de moi-même aussi. Alors, c'est ça l'équilibre qu'il faut trouver et que j'ai appris à maintenir. Merci, Therese. Eh bien, dans le même ordre d'idées, et après, on va répondre à une question qui a été posée dans le clavardage. Mais dans le même ordre d'idée, bon nombre des choses que vous venez de dire euh, me rejoignent, Therese. Vous dites que c'est important de s'exprimer, d'être sincère, de savoir ce à quoi on veut participer, ce dans quoi on veut s'impliquer. Alors, dans ce dans quoi je suis impliqué, à l'époque, je disais oui à tout et j'ai dû apprendre à dire non dans ma vie personnelle parce que j'étais tellement content de participer à tout ça. Et je voulais vraiment euh, raconter mon histoire et amplifier la voix de personnes vivant avec la douleur. Et en même temps, c'est devenu très chargé. Alors, j'ai dû prendre un certain temps pour apprendre à dire non. Et maintenant, je constate que c'est important. Je choisis quelque chose si j'y vois une valeur et si je vois que ça va me permettre de contribuer de façon utile pour les autres. Je suis impliqué dans le réseau de la douleur chronique, comme je l'ai dit. J'ai en été à la première édition. Je suis impliqué dans la deuxième édition aussi. Je me sens très chanceuse de faire partie de l'équipe. Je participe à la conférence ci présente et je travaillais, en fait, j'ai été impliqué dans SKIP, la solution pour les enfants souffrant de douleur. Malheureusement, je suis trop vieille maintenant pour participer à cette aventure. J'essaie de m'impliquer lorsque c'est possible. Je suis également patient partenaire sur de nombreux projets de recherche et j'adore ça. Parce que je pense qu'une des choses, et on va peut-être en parler dans la deuxième partie de notre conférence dans le développement de nos compétences, c'est de savoir quelles sont nos forces. Alors, je joue plusieurs rôles, ce qui est le cas de nombreuses personnes dans la communauté de la douleur. Et non seulement je suis une personne qui vit avec la douleur, mais je suis doctorante. Je fais mes recherches sur la douleur pédiatrique. Alors, j'aime aider euh, à organiser des activités avec des patients partenaires. J'apporte en fait, je joue mon rôle de chercheuse, mais aussi mon rôle de patiente experte. Alors, une des choses que je veux dire, pour revenir à ce que Therese a dit, c'est aussi très important de savoir ce qui compte pour nous. Alors, si vous cherchez des projets, vous ne trouvez rien qui s'apparente à ce que vous voulez faire, vous pouvez toujours, même si ça peut être difficile et ça va exiger de l'aide de certaines personnes, vous pouvez toujours partir un projet vous-même. La conférence présente a été créée euh, après une conversation entre quelques personnes qui vivaient avec la douleur. Ils se sont dit, écoutez, attendez, il y a un écart immense et il faut le combler. Maintenant, on en est à la deuxième édition. On a près de 900 participants à la conférence. Alors, si vous avez une passion
vous pouvez faire quelque chose. N'hésitez pas. Il y a de nombreuses personnes qui vivent avec la douleur, des personnes qui défendent nos droits, des militants, des gens qui ont été mentionnés par Alex et Therese, qui peuvent vous aider dans la création de votre projet. Alors, il y a quelques questions qui ont été posées. La première, selon vous, quels sont les principaux défis et bienfaits à offrir du soutien? On en a parlé un peu déjà. Et oui, pour moi, c'est de savoir quand et comment dire non lorsqu'on s'implique. Et comme vous deux, c'est quelque chose que j'ai voulu faire, que je voulais faire pendant très longtemps. Et j'utilise, comme Therese l'a dit, moi également, un mécanisme de. J'utilise un mécanisme de. En fait, pour faire face. Il y a beaucoup d'autres patients partenaires qui font ce travail exceptionnel. Et c'est ça, quand on ne sent pas que ça vaut la peine pour soi, on ne le fait pas. Des fois, on se dit, bon, si je dis non, ils n'auront personne et leur projet ne va pas se réaliser. Alors, il faut savoir quand et comment dire non, prioriser sa propre santé. Et je suis encore très mauvaise dans la chose, j'ai du mal à dire non. Mais ce que j'essaie de faire, c'est, je pense au long terme. Si je ne m'occupe pas de mon corps pour l'instant, eh bien, euh, ma vingtaine, je me poussais beaucoup, j'avais un diagnostic, mais je ne savais pas de quoi avait besoin mon corps. Et mes gens me disaient, ah, tu dois faire plus de sport et avoir une attitude plus positive, et je les croyais. Mais en fait, ça, c'est une recette parfaite pour le burn-out. Faire ça pendant 3 ans, eh bien, c'est le moyen parfait de se rendre incapable et handicapé. Alors, c'est ce qui m'a réveillé. Maintenant, je sais que je dois écouter mon corps. Si c'est trop difficile, si je dois annuler une réunion, je le fais sans hésitation. Des fois, ça se peut que je dois dire non à une occasion. Et ce que j'aime dans le domaine de la douleur chronique, c'est que les gens ont tendance à être très compréhensifs et à vous soutenir parce que les gens savent ce que l'on vit. Et des fois, on répond pas vite, des fois, on doit s'excuser d'une réunion, mais les gens comprennent très bien notre situation. Merci, Alex. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. La communauté de la douleur est très compréhensive. J'ai vu hier dans le Peer Support Social Connections que c'est quelque chose de très valorisant, c'est spécial. Même d'avoir quelqu'un ici dans le clavardoir qui dit que oui, merci d'avoir souligné tous ces défis, le fait de ne pas être diagnostisé. Moi, j'apprécie ça, surtout que moi aussi, j'ai pas été diagnostiqué. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir d'étiquette? Moi, je rajouterais également que parmi les avantages, je crois que j'ai brièvement dit ça au début, utilisez votre situation, excusez-moi, votre situation merdique, excusez-moi, heu, c'est le moins qu'on puisse dire. Utiliser cette situation et la renverser vers le positif. Ça m'a aidé à composer avec ma douleur, pour faire mon travail de plaidoyer, pour l'engagement du patient. C'est ce qui me motive et me donne de l'énergie. J'avais beaucoup de colère vis-à-vis de ma situation. J'ai été impliqué dans un accident de voiture à cause de quelqu'un qui avait traversé au feu rouge. J'avais beaucoup de colère. Je me disais: «Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi et ma famille?» et cetera. Pendant longtemps, j'ai pensé comme ça, mais j'ai renversé cette façon de penser et j'ai converti le tout en motivation, en passion, ce qui me permet de changer cela et de me mouvoir dans quelque chose de plus positif. Je ne sais pas toi ici si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Je crois qu'il y a d'autres commentaires, dans le clavardoir.
Oui, avec le commentaire, sur les commentaires, je veux juste rajouter quelque chose, par rapport à ce que vous avez dit. Ce sont là des choses qui peuvent nous aider à composer avec notre douleur, surtout lorsque c'est vraiment nécessaire. Apprendre à dire non, apprendre à prendre soin de toi. Ouais. Une autre question que j'ai ici dans le clavardoir, comment obtenir des résultats avec les comités ou commencer? On en a parlé un peu. Je peux résumer ce qui a été dit. Parler au comité. Je pense qu'il y a quelqu'un du côté technique qui peut nous aider. On est arrivé avec une liste de différentes organisations, de groupes, là où l'on est impliqué. On avait parlé d'autres éléments aussi. Peut-être qu'on peut utiliser ça, puis sur le fil groupe, là, en boucle, on peut rejoindre d'autres personnes. Donc, si on peut regarder en ligne, quelles sont les organisations, les groupes qui existent? Établir des liens, jeter des ponts entre ça et pour l'espace douleur. C'est là où moi j'apprends qu'il y a des opportunités. Souvent, on va s'aider les uns les autres parce qu'on connaît des expériences différentes. Je sais que quelqu'un, disons, cherche du soutien pour une personne qui a du vécu avec de la douleur, etc. Et je connais quelqu'un qui peut l'aider. Ben voilà, c'est ça, le pouvoir, c'est la communauté. Et un autre élément, y a-t-il des voies menant au plaidoyer? Bon, tout se fait de façon volontaire. Y a-t-il d'autres options? Alex aimerait peut-être y répondre, mais moi, je vais répondre peut-être, Alex, c'est une question pour vous. Je me sens très chanceuse. J'ai eu ces antécédents en recherche conceptuelle et j'ai effectué ce travail avant de faire mon travail de plaidoyer pour notre cause. Et j'ai eu un emploi aussi qui s'appelle Wellness Together Canada. C'est une organisation qui offre des points de service gratuits, l'accès à du soutien en santé mentale pour les Canadiens, partout où ils se trouvent. C'est vraiment le genre de travail que moi je veux faire. Mon rôle, c'est que je travaille au niveau des besoins en accessibilité pour faire en sorte que le produit ou le site web soit plus inclusif et plus accessible pour les gens qui ont des incapacités, des handicaps. L'accessibilité numérique, souvent, on pense que c'est pour les gens qui utilisent des technologies très spécifiques comme les lecteurs, écrans, screen readers, etc., ou un comutateur, peu importe. Mais une des choses que j'essaie de faire, j'ai la liberté de le faire dans mon rôle, c'est de me porter à la défense, alléguer pour des normes. Parce qu'il y a des façons qui sont difficiles à utiliser pour les personnes qui ont de la douleur, et cetera. Du point de vue des produits, avec qui je travaille avec l'équipe de programmeurs pour faire de la recherche. Quels sont les types de soutien en santé mentale qui est offert aux gens qui vivent avec des maladies chroniques, des personnes neurodivergentes au Canada, des gens qui vivent avec de la douleur, des gens qui ont des problèmes mentaux, et cetera? Parce que les choses qui sont recommandées, qui fonctionnent bien pour une personne qui, je ne dirais pas normale là, mais quelqu'un qui n'est pas neurodivergent, mais qui a de la difficulté avec une douleur. C'est quelque chose de très aigu, de très prononcé, un problème de santé mentale, de non-durabilité, là, comme on dit. Donc, souvent, ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais le conseil qu'on m'a donné, c'est fonce dans le tas, même malgré ta douleur, mais ça ne marche pas, là. Et donc, j'ai besoin de compter sur des ressources nuancées relativement à ce que te dit ton corps. Et pour les troubles immunitaires, s'il y a des réactions anaphylactiques, comme j'en ai eu une la semaine dernière, eh bien, ça peut être comme une crise de panique. Et moi, je pensais que j'avais une crise de panique pendant plusieurs jours, mais finalement, tout ce qui me stressait s'est résolu et je fais le tri des choses et je me suis dit, voilà, j'ai besoin de mon épipène. Oh mon Dieu. Et ce genre de choses, donc si vous n'êtes pas diagnostiqué, si vous êtes quelqu'un qui vous posez la question, mais pourquoi est-ce que je souffre d'anxiété sans aucune raison, vous pourriez facilement être guidé vers un endroit où vous obtenez des ressources. Mais le problème, c'est que vous pourriez être victimisé comme si c'était de votre faute plutôt que de vous offrir la solution. L'idée, c'est de mieux concevoir ensemble de meilleures ressources pour avoir de meilleures expériences. En tout cas,
pour améliorer les choses. Et si on considère le champ, de la santé numérique, c'est un bon endroit où regarder. Si vous avez de l'expertise conceptuelle, vous pouvez, acquérir cette expertise, conceptuelle en étant un partenaire en recherche aux États-Unis parce qu'il y a un chevauchement entre user experience research, la recherche, liée à l'expérience des utilisateurs et donc, et le champ de la santé numérique, c'est un endroit où il y a beaucoup de financement, il y a beaucoup d'activités. Surtout, je dirais, si vous pouvez vous adresser à une entreprise en démarrage ou une plus petite entreprise, ils vont peut-être mieux contribuer aux valeurs et au développement d'une organisation par rapport aux objectifs plutôt que d'aller voir une grande entité où tout est déjà préétabli. Donc, stratégiquement, c'est ce que je vous dirais. Commencez par une petite entreprise et pour les rôles, ça vaut la peine de connaître les mots-clés. Trouver les rôles liés à l'emploi, c'est important. Encore une fois, l'EDI, c'est très important, l'équité, la diversité, l'inclusion, ce genre de choses. Ce sur quoi on se sent par rapport à l'inclusion, la diversité, l'engagement des patients. On trouve de plus en plus de rôles disponibles là-dessus. Mais ce qui était bon avec la pandémie, c'est que beaucoup de choses se font à distance maintenant et cette réalité nous offre de nouvelles possibilités. Je peux rajouter un élément. Je sais qu'il ne reste plus qu'une question et aussi d'autres conseils et d'autres éléments d'information qu'on veut partager. J'aimerais rajouter à ce que vous avez dit, vous pouvez être créatif également pour savoir comment vous utilisez comment vous jouez votre rôle de plaidoyer de défense. Alex l'a dit, il y a des carrières en particulier qui spécifiquement se centrent sur le plaidoyer. Vous pouvez être une personne qui allègue fait son plaidoyer en ce sens, je suis au doctorat, je suis doctorante en psychologie, sur la recherche, bon, j'étudie là-dessus. Il s'agit de faire de la recherche relativement à ce qui est vraiment important pour les gens qui vivent avec la douleur. En tant que clinicienne, je prône en pour le mieux-être de mes patients, des patients que je vois. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui vivent avec de la douleur et qui ont créé une carrière pour eux-mêmes, par leur, plaidoyer, en se faisant engager pour, donner des discours, faire des allocutions et cetera. Donc voilà, toute cette expérience-là est possible. L'idée, c'est qu'on peut se créer soi-même, une carrière. Comme on dit: «Fais-le toi-même». On a été les hôtes de quelques-unes des ressources ou dans le webinar chat. Je ne sais pas si vous voyez ça. Dites-nous-le. On peut réafficher le tout. L'autre élément, une autre question ou deux, un commentaire d'abord. Vivre avec de la douleur chronique pendant 20 jours. Je vois qu'on m'a mis de côté à cause de mon âge maintenant. On ne me prend pas au sérieux. Nos corps, plus les gens vieillissent, les corps également lâchent, comme on dit. Je vois que je peux en parler, Therese. Moi, je ne peux pas en parler, mais Theresa, peut-être, oui. Je peux comprendre cela. Presque comme si on s'attendait à ce que vous souffriez. À cause de votre âge, c'est normal, on souffre que lorsqu'on est vieux. N'acceptez pas cela. Juste parce que vous êtes âgé, ça ne veut pas dire que vous devez vivre dans la douleur et endurer cela. Non. Des fois, vous savez, c'est difficile de d'alléguer pour vos droits et vos besoins. Vous êtes fatigué, vous vivez dans la douleur, vous avez été mis de côté, vous n'êtes pas valorisé, vous êtes négligé. Parlez à vos amis si vous ne pouvez faire autre chose. Tendez la main, demandez aux agences, toutes ces agences que vous avez vues durant la conférence, posez-leur des questions. Vous avez une liste de tous les noms, tous les conférenciers et tous les ceux qui font leur travail.
de plaidoyer, etc. Personne n'aime être seul. Et vraiment, je comprends, on m'a mise de côté, négligée. Et c'est lorsqu'on m'écoute, finalement, ma situation s'est déjà empirée. Et on m'admet à l'hôpital, on me donne 6 mois, pendant 6 mois, des antibiotiques. Et voilà. On n'est pas obligé de se rendre aussi loin dans l'aggravation de notre cas pour qu'on soit entendu. Donc, demandez de l'aide. Faites-le, toujours. Vous savez, un des thèmes que je comprends à partir des questions, de la conversation, c'est le pouvoir de la communauté. Tendre la main, demander d'être soutenu à la communauté. Une autre question dans le clavardoir. Christy dit, j'ai une rare condition qui crée une douleur extrême et les médecins valident souvent, mais j'ai eu l'occasion il y a plusieurs années de devenir une administratrice pour un groupe de soutien international pour les familles et les patients qui vivent avec cette maladie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre plaidoyer aille plus avant, pour offrir un espace de sécurité pour les gens dans les médias sociaux, pour faire la promotion de nos intérêts? Comme vous l'avez dit, vous nous avez donné des idées là-dessus, trouver des carrières et des opportunités pour ce travail de promotion de nos intérêts, de mobilisation, de plaidoyer. Bon, d'accord. Ce que je vous dirais, c'est que l'importance de cet espace sécuritaire, ça ne doit pas être négligé. Pour le groupe, moi, ce qui m'a fait me rendre compte que je comptais comme une personne handicapée euh, ou avec un handicap lorsque j'ai 20 ans, dans la vingtaine, ça m'a donné un soutien pratique pour savoir où chercher des médecins dans ma région, quelles étaient les questions que je pouvais poser. Ça n'a pas de prix pour les patients qui essaient de se faire entendre avec leur expérience. J'ai atteint un point, c'est comme si on veut maintenant contribuer pour créer du changement systémique. Mais je vous dirais, le champ sur lequel vous voulez travailler, c'est faire en sorte que les systèmes changent. Bon, soit la création de politique, etc. Mais une des meilleures façons, ce serait de commencer à regarder du côté des chercheurs de votre région et même vu l'acceptation plus fréquente du télétravail. Bon, faites des recherches avec des mots-clés à l'université pour voir si quelqu'un, quelque part, fait une recherche sur une ou dans une discipline qui vous intéresse, relativement à la justice en matière de santé, en matière de politique, en matière de euh, d'équité, équité en matière de santé, etc. Je pense que votre université a un programme là-dessus. Donc, pas nécessairement des recherches qui portent sur votre situation, mais plus général comme ça. Et donc, cet été, j'ai jamais pensé de faire ça en termes de partenariat avec un patient éventuel, mais vous pouvez vraiment parler aux chercheurs et leur dire, je m'intéresse au travail que vous faites, voici les idées que j'ai, voici les compétences que je peux apporter autour de la table. Est-ce que c'est possible de travailler avec vous? Ce qui m'a découragé dans le passé, c'est que le financement pour la recherche était très limité. Qu'un chercheur embauche quelqu'un qui n'est pas déjà un employé ou un étudiant à l'université. Mais ça change également. On le voit. euh, c'est à HR, par exemple, Ressources humaines Canada a déjà fait des changements pour créer des partenariats pour la recherche qui, selon un modèle différent. Certaines universités également ont des enveloppes budgétaires pour le financement en ce sens. De plus en plus de possibilités. Ce champ d'approche vous permet de vous concentrer sur ces champs qui vous intéressent en particulier, là où vous avez des compétences que vous pouvez offrir. C'est votre contribution. Merci. Oui, demander aux gens, demander de l'aide, d'être soutenu ou offrir votre aide. Oui, c'est effrayant peut-être. Moi, j'étais effrayé de le faire. J'ai vu qu'il y a de très belles choses qui sont nées de cet effort. C'est difficile, mais si vous avez cette passion, vous avez cette expérience, cette expertise,
Montrez-vous, que les autres vous voient et rendez-vous public, ça peut changer la donne pour le mieux. Je ne vois pas d'autres questions. Et maintenant, on peut arriver à la conclusion de cette session. Alex, Teresa et moi-même, je me demande, est-ce qu'on ne pourrait pas donner nos 3 principales idées que les gens puissent s'impliquer à partir de leurs compétences, comment développer leurs compétences? Je commence rapidement. Pour moi, ce qui est vraiment le plus important, c'est important de pouvoir se présenter selon le modèle de la présentation d'ascenseur. Si vous ne savez pas ce que c'est, faites vos recherches là-dessus. Je pense qu'on l'a montré dans le clavatoire. Il faut trouver cette façon de mieux vous présenter. Quelle est votre contribution et pourquoi vous voulez vous impliquer dans une opportunité spécifique? Pratiquez-vous à pouvoir vous présenter comme si c'était dans un ascenseur, très rapidement et précisément. Je ne vais pas m'arrêter, je pense que c'est très important, ça m'aide, mais je vais continuer à le faire. Le fait d'établir des liens avec les gens, trouver un mentor, trouver un modèle exemplaire, quelqu'un qui s'implique dans l'espace de défense de nos droits, quelqu'un qui siège en comité, etc., qui fait partie d'un organisme. Parlez-leur. J'ai tellement appris des gens ici. J'ai appris de tout le monde également. Le réseau de leur chronique, Chronic Pain Network, etc., comité permanent, etc. Donc, ça a été vraiment une étape vraiment importante dans mon progrès, pour mon progrès, apprendre des gens et établir un lien par réseautage. Merci beaucoup. Prochaine personne. Bon, je pense que j'ai des choses à dire qui chevauchent avec ce qu'a dit Lynn, et donc identifier une compétence spécifique afin de pouvoir contribuer à soutenir le genre de travail qui vous intéresse. Il y a un gazouille que j'ai vu, un tweet, lorsqu'il y avait des manifestations durant l'été de 2020. Et c'est pas tout le monde qui veut manifester. On veut des gens qui font des affiches, qui sont de bons dessinateurs, des gens qui construisent des pancartes, des gens qui peuvent être des médecins de rue, euh, des paramédicaux, etc., des gens qui puissent bien organiser les canaux alors qu'on planifie les choses. Donc, des fois, on pense que on doit tous contribuer d'une certaine façon. Soit on n'a pas l'expérience, soit on n'a pas les compétences, selon nous, ou c'est inaccessible parce que, bon, selon notre façon d'utiliser notre corps, ou peut-être à cause de problèmes de neurodivergence qui rendent les choses difficiles. Mais soyez analytique. Quelles sont vos compétences? Et posez-vous la question afin de trouver les bonnes opportunités pour vous, selon ce qui vous sied mieux. Et Delaney l'a dit, vous devez pouvoir vous présenter facilement, efficacement, comme si vous étiez dans un ascenseur. Cherchez les opportunités, assurez-vous qu'elles s'alignent sur votre façon de penser, votre idéologie, votre philosophie de vie, pour savoir comment on devrait aborder les choses. Lorsque vous avez une passion authentique, eh bien, comme l'a dit Delaine, cela facilite les choses pour votre participation. Si vous avez un pourquoi sous-jacent, une raison spécifique de participer en ce sens. Possiblement, si vous avez des idées également, vous pouvez commencer à afficher, écrire. Au début, ça semble être un travail ingrat. Et voilà comment j'ai développé ma collectivité, ma communauté. J'étais très isolé, donc je n'avais rien d'autre à faire avec mon temps. Je n'avais pas beaucoup de compétences pour faire quoi que ce soit d'autre. Je commençais à afficher des choses sur Twitter. J'ai commencé dans la collectivité du handicap, établi des liens, etc. Et j'ai entamé des conversations, ce qui était fort utile. Cela m'a donné des occasions de promotion de nos intérêts, de plaidoyer. Et donc, lorsque j'ai trouvé les espaces sur la de la chronique, ça m'a permis de mieux conceptualiser ce qui pourrait être mon apport autour de la table. Ça, c'est très utile. Je veux reconnaître que Twitter, ou X maintenant, ça devient de plus en plus un défi. C'est difficile, mais en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui ont commencé avec Substacks, bon, en tout cas, peu importe, il y a d'autres plateformes, mais c'est effrayant que Twitter disparaisse. Mais il y a une occasion, puisque maintenant,
on peut construire des espaces beaucoup plus intéressants grâce aux autres plateformes. Aussi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Puisez à l'intérieur de vous-même et posez-vous la question: qui êtes-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous donner de vous-même? Où vous sentez-vous sécurisé? Où pouvez-vous être vous-même? Et allez-y. Soyez sans crainte et n'ayez pas peur de demander de l'aide parce que j'ai rencontré les plus grands esprits de la recherche, j'ai rencontré les gens les plus passionnés, les meilleurs partenaires qui soient aussi, en plus d'être des gens brillants. C'est un espace formidable et sécurisé pour moi. Et j'avais des problèmes de confiance interpersonnels, mais j'ai pu dépasser ces difficultés parce que ce que je voulais faire était ma passion. Et c'est un espace formidable. Il s'agit d'une occasion formidable. Cette conférence est une occasion formidable qui nous permet de découvrir des ressources et donc on peut utiliser euh, tout ce qui nous est rendu disponible grâce à cette conférence, notamment. Alors, on conclut presque. On est dans les derniers droits de la présentation. J'aimerais vous rappeler que si vous avez des questions ou des commentaires à faire, utilisez le clavardoir. Et je pense que, oh, je voulais vous parler d'autre chose. Je pense que nous avons parlé des ressources qui peuvent aider les gens. Donc, on va voir comment se présenter dans un ascenseur, comment le faire et quoi dire. Dans le clavardoir, donc, il y a un cours formidable qui a été créé par l'Institute for Musculoskeletal Health, l'Institut de santé musculo-squeletale. Donc, c'est un cours sur l'engagement des patients. C'est formidable. Si vous voulez apprendre davantage là-dessus, comment vous impliquer et qu'est-ce que vous pouvez faire précisément comme patient pour établir un partenariat, ça peut être vraiment utile. Je crois que les autres choses que je mentionnerai, c'est si quelqu'un a des réflexions, des questions, on va surveiller de près la boucle conversationnelle à partir du clavardoir. Si vous avez des questions, on a également dans le clavardoir souligné qu'il y a d'autres types de formations pour l'engagement des patients. Therese et d'autres ont dit qu'il faut bien utiliser l'occasion de cette conférence pour trouver des ressources sur Figloop ou à gauche, je pense, il y a tout un réseau, un bouton de réseautage sur lequel vous pouvez cliquer pour contacter des gens. On a également notre salle de démonstration, etc. Et Therese et Alex, on peut vous parler un peu de Figloop. Je ne veux pas trop en parler. Une salle d'exposition que l'on a, c'est ce que je voulais dire. Donc, je vais mettre dans le clavardoir mon courriel. Si vous voulez me contacter, allez-y, faites-le. Je vais avertir les gens, c'est mon exergue. Je suis peut-être un peu lente parce qu'au niveau auto-immunitaire, là, il y a un ralentissement, mais en tout cas, contactez-moi. Sentez-vous à l'aise. Oui, merci pour ce partage. Comme on l'a dit, ça peut être formidable. Parler simplement à une autre personne qui a de l'expérience, qui s'implique dans le travail de promotion de nos intérêts, qui travaille au niveau de l'engagement des patients, etc. À partir de là, vous pouvez découvrir qu'il y a peut-être d'autres opportunités possibles. Et quelque chose d'autre que j'aimerais mentionner, en ce qui a trait à la communauté, la collectivité, demain, nous avons une session d'interconnectivité personnelle. Bon, si vous étiez là mardi, vous savez un peu de quoi il en retourne, mais sinon, demain, c'est disponible. On va mettre l'accent sur un sujet en particulier demain, sur les compétences de vie, comment vivre avec la douleur chronique. Et nous avons également 2 suivis. Ce sont des discussions plus ouvertes. Vous pouvez participer, poser des questions. Et il y aura des animateurs formidables, des modérateurs pour démarrer la conversation. Il y a une session en anglais, l'autre en français. Donc, en français, il y a même un espace pour vous, les francophones, pour que vous puissiez parler français et vous engager dans cette conversation.
Alors, c'est un endroit formidable pour rencontrer des gens qui ont de l'expérience, et donc je vous suggère d'y participer. Simplement, complétez le formulaire d'évaluation que nous envoyons après la conférence. De cette façon, on peut vraiment apprendre davantage pour savoir ce que veulent les gens. Parce que c'est ce qu'on a fait l'an dernier. On a considéré les opinions des gens qu'ils ont partagées avec nous. Et c'est important pour nous d'inclure le tout pour la conférence de cette année. S'il vous plaît, faites-vous entendre. On veut vous entendre, entendre vos voix, parce qu'encore une fois, c'est créé pour et par les gens qui ont de l'expérience à vivre avec de la douleur. Voilà, je n'ai plus de questions, donc j'espère que cette session vous a été utile et que vous aurez pu apprendre sur ce qui existe sur le terrain, quelles sont les ressources qui existent. Alex, Cerise et moi-même sont disponibles. Si vous voulez nous poser des questions, contactez-nous. Ou si vous voulez juste clavarder avec nous, c'est possible. Merci beaucoup, Alex, Teresa, Delaine. Merci pour ce travail que vous avez fait dans le passé pour venir ici. Vous avez fait un travail formidablement mentoral. La formation, c'était tellement important pour moi lorsque j'ai commencé à faire mon travail de promotion de nos intérêts et également d'engagement, de passion, etc. Donc, il y a tellement de choses qui sont possibles. Il y a tellement de compétences qu'on peut développer. C'est formidable de le savoir. Merci au Panelis. Merci aux invités de nous avoir inspirés durant toute cette journée qui est tellement vaste. Nous avons parlé de tellement de sujets. À la fois, c'est formidable. Il nous reste encore tellement de terrain à parcourir.